2 paires de skis, en plus des skis de rando, on était parti pour trouver ça. Une paire de chaussures et casque. Combien vous avez dépensé avec tout ce que vous avez acheté? 1 300 €. Là, on en aurait eu pour, je pense, 1 700 à peu près, 1 700, 1 800 en temps normal dans une boutique. Soit une économie de 30%. Et comme Clément, ils étaient près de 3000 le week-end dernier à avoir arpenté les allées de l'Espace Lac à Gérardmer pour dénicher la bonne affaire. Créée dans les années 60, la bourse au ski permettait à l'époque aux membres du club géromois de s'échanger du matériel. Aujourd'hui, c'est une toute autre dimension. C'est ce qu'on appelle maintenant l'économie circulaire. Un ski, c'est quand même aussi un produit qui a un impact écologique. Et donc, si il peut durer 5, 10 ans, eh ben, c'est magnifique. D'une famille, repasser à une autre famille, ben, c'est très bien. Ça dépasse les limites du département, de la grande région, et on a des gens qui viennent hors frontières, des Belges, etc. Plus de 7000 articles ont été déposés par les particuliers et triés par les quelques 130 bénévoles mobilisés. Des skis de toutes sortes, snowboard, mais aussi de nombreux vêtements et accessoires. C'est une belle occasion en fait pour les enfants qui grandissent tous les ans de racheter une nouvelle paire de skis. C'est quand même assez onéreux. Donc la bourse au ski, c'est l'excellente occasion de trouver des skis à la bonne taille pour la saison. Plutôt sur le ski alpin. Voilà. On n'est pas du tout de la région et on va skier dans les Alpes. Donc, voilà. Donc là, ski alpin, ça me convient un peu. Donc, le hasard a fait qu'on est là et peut-être que je repartirai quelque chose. L'équipement trouvé, il faut maintenant attendre que les pistes soient prêtes et la neige au rendez-vous. Ce ne sont pas les quelques centimètres tombés ce week-end et disparus presque aussitôt avec le Redoux qui vont assurer une saison. Mais du côté du club de ski géromois, on est plutôt confiant. Oui, on va skier dans les Vosges et on va skier encore dans les Vosges au moins pendant 100 ans. Alors peut-être moins longtemps, mais on va skier dans les Vosges. Que ce soit en ski nordique, que ce soit en ski alpin, que ce soit à Jarmé, que ce soit à la Bresse. L'ouverture prévisionnelle, toujours très aléatoire des domaines skiables de la Bresse et de Gérardmer, est fixée au 23 décembre. Quant à cette bourse au ski, comme chaque année, plus de la moitié des articles déposés ont trouvé preneur. Les invendus, eux, ont été rendus à leurs propriétaires. 1 200 000. C'est le nombre de réservations accueillies par Center Parcs cette année, soit l'équivalent de l'ensemble des nuitées du département mosellan. Une saison qui s'est parfaitement déroulée selon le directeur général. C'est vrai qu'il y avait cette après-Covid, cette grande question, est-ce que les clients allaient revenir, notamment la clientèle étrangère? Alors c'est le cas, ça nous rassure beaucoup. Et ça nous fait dire aussi que finalement, les Européens ont encore envie de nature préservée et de venir en famille pouvoir tisser les liens dans ce parc magnifique. Des touristes venus en masse où les Français ne sont pas majoritaires. Plus de la moitié sont des étrangers. Allemands, Belges, Suisses, les frontaliers sont présents. Notre tourisme pour nous c'est un tourisme de proximité, 4 heures, 5 heures de voiture, c'est là notre marché. Et donc non, ça a parfaitement fonctionné pour Trois-Forêts, on est très rassurés. On veut pouvoir avoir une notoriété spontanée, notamment auprès des enfants. Aujourd'hui on a exporté ici aux arènes le concept Center Parcs dans la partie ludique, sport. Cette année, le parc a inauguré une piste cyclable ou encore un parcours pédagogique. Niché au cœur des 435 hectares de forêt, le parc est entretenu par 700 salariés. Et on est très ravis parce qu'on a beaucoup recruté et surtout ce qu'on fait c'est fidéliser. Car recruter c'est une chose mais ensuite il faut fidéliser, ce qu'on appelle chez nous la rétention. Il faut que les personnes aient envie de rester. Voilà. Et pour ça on fait beaucoup de choses. On a un très beau programme de Happy Family Makers. On est des fabricants de familles heureuses, c'est un beau métier. Sur les 27 Center Parcs européens, le domaine des Trois-Forêts est le plus grand et le plus boisé du continent. L'incendie est visible plusieurs kilomètres à la ronde. Depuis la rue du Pressoir à Ville-sur-Ars, les salariés de la coopérative de Champagne Chassenay d'Ars assistent sidérés à l'effondrement de l'une des ailes du château. Oui, moi je viens de Bussière et je voyais une grosse fumée. Je dis je vais monter en haut de Ville-sur-Ars parce que c'est sans doute une maison. Bah oui. Mais... Non, on pensait pas que c'était la nôtre. Oh là 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 là. Vous travaillez où, vous, madame, vous avez qui ici? Moi je suis un petit peu au niveau ménage, mais bon... Bah, depuis plus de 30 ans. 35 ans. 35 ans. 35 ans, oui. On est habitué à ce qu'on appelle le château de Ville-sur-Ars, avec ses dépendances, son pavillon. Bah, là, il y a une dépendance qui est très très endommagée.
C'est un bâtiment donc, qui nous sert à accueillir le public tout au long de l'année. Nous avons des bureaux, tout ce qui est qualité et puis accompagnement des vignerons. Nous avons également un atelier avec une petite chaîne d'habillage pour les petites séries. Voilà, installation toute neuve. Donc, mais bon, voilà, ce n'est que matériel, je vais dire, pour l'instant. Même si voilà, c'est des bâtiments qui datent des années 1880, donc avec une histoire, avec des belles tuiles et tout, mais il y a beaucoup de dégâts. C'est dur, mais bon, on va y arriver. Le bâtiment concerné et toute cette partie-là, avec cette structure-là, il fait à peu près 4000 m², le bâtiment en lui-même, et là actuellement on a 1200 m² qui sont en feu. Et sur ce bâtiment qui est de ce côté-là, c'est une structure métallique qui s'est déjà effondrée. Donc l'attaque par l'intérieur est très très difficile, voire impossible, dangereuse pour les personnels. Ce bâtiment métallique est principalement utilisé pour le stockage des cartons d'expédition. La coopérative Chassenet d'Ars rassemble 130 familles de vignerons et expédie près de 1 300 000 bouteilles par an. C'est la période de fin d'année sur laquelle on a beaucoup d'expéditions. A priori, toute la partie de stockage des bouteilles finies, prêtes à expédier, n'est pas touchée. On avait des stocks assez importants préparés, mais forcément, oui, il va falloir se réorganiser très très vite pour assurer les expéditions de fin d'année. En fait, ce sont les locaux carton et on a une chaîne d'habillage. Pour le moment, on n'a pas de vision de la totalité de ce qui a pu être touché ou pas. Il faut qu'on fasse le point avec les pompiers. C'est extrêmement choquant. Émouvant, c'est un des symboles de l'histoire de la maison. On avait un ensemble architectural assez cohérent, donc oui, forcément, c'est particulièrement touchant. C'est un beau bâtiment avec une couverture particulière, une belle charpente et tout, et ça c'est vraiment ce qui est catastrophique, indépendamment du problème que ça va poser en termes d'activité économique de la coopérative. C'est la maison de champagne des anciens de la commune qui l'ont créée, qui doivent aujourd'hui, s'ils le voient de haut, ça doit leur poser quelques questions. C'est vraiment quelque chose, on n'y pense jamais, on ne pense pas qu'une chose comme ça puisse arriver, et malheureusement ça arrive. Les pompiers ont été alertés à 3h30 du matin suite à un dégagement de fumée. Sur place, plus d'une dizaine d'engins et une quarantaine de sapeurs sont mobilisés. Si le risque de propagation au bâtiment adjacent a rapidement été maîtrisé, des moyens spécifiques ont été déployés pour alimenter les lances à incendie. On a un réseau d'incendie qui est aux normes. La seule chose, c'est qu'effectivement, ça a demandé de très très gros moyens. J'ai alerté le syndicat départemental des eaux de l'Aube pour qu'ils aient une possibilité d'augmenter le débit des pompes de relevage à partir du puits. On est sur des petits villages qui ont des châteaux d'eau qui sont dimensionnés pour le village. À partir du moment où on a un gros besoin en eau sur un incendie comme celui-là, puisque ça nécessite beaucoup de volume d'eau, on a beaucoup de lances, on a plus de 4 lances qui sont établies avec un débit d'eau qui est relativement important. On arrive aussi aux limites des capacités de ces installations. Pour pallier à ça, quand on a connaissance de ces problèmes-là, on fait venir des moyens pour aller pomper beaucoup plus loin. Donc là, il y a des moyens qui vont arriver pour qu'on aille pomper l'eau à plus de 600 mètres de l'incendie. Et puis on fait venir des grosses citernes avec un gros volume d'eau. On a une citerne de Vendœuvre-sur-Barse qui fait plus de 10 000 litres d'eau et qui nous sert à faire des rotations pour alimenter les engins, pour qu'on puisse nous-mêmes après alimenter les lances à incendie sur place. C'est un incendie particulier par rapport aux installations, parce que là on a un beau bâtiment dont la toiture vient de brûler. On a beaucoup d'installations, puis il est enchevêtré dans le village. Donc oui, c'est un incendie quand même un peu compliqué à contenir. Cet incendie a mobilisé les centres de secours d'Essoy, Vendœuvre, Troyes, Bar-sur-Seine, Saint-Par-les-Vaudes, Lérissé, Lusigny, Brienne-le-Château et Chaours. Alors, moi j'ai préféré la soupe du candidat 2. C'est la meilleure soupe du quartier de Magny. La ville de Metz organise un concours entre ces quartiers pendant plusieurs semaines. 10 candidats sont en lice dans chaque section, mais à Magny, seulement 2 résidentes avaient répondu à l'appel. Dès que j'ai vu cette idée de concours de soupe interquartier, j'ai trouvé ça intéressant pour relayer les gens, avoir un projet original. La soupe, c'est quand même quelque chose qu'on connaît tous, de convivial. J'ai pas voulu faire une soupe potimarron, potiron, butternut, parce que je pense que beaucoup de gens vont y penser. J'ai voulu mettre un pied de côté en prenant du panais, un légume ancien,
des légumes bio bien sûr, de la pomme de terre et puis du brocoli. Alors moi c'est une soupe vraiment automnale avec les couleurs de l'automne et les ingrédients de l'automne à base de butternut. De noisettes, de crème fraîche et j'ai mis des petits champignons et de lard en guise de décoration. À l'aveugle, le jury a goûté les soupes chaudes préparées à la maison. On sent bien la noix de coco un peu, hein. On sent bien la coco. Les 4 jurés, des élus et membres du comité de quartier, notent sur 10 le goût, la texture ou encore l'originalité des produits. Entre Véronique et Alexandra, c'est serré, seulement quelques dixièmes de points d'écart. Le verdict tombe. Et le gagnant avec une note, ou la gagnante plutôt, avec une note de 7,75 sur 10 est Madame Freiermuth. Ce concours est organisé pour la première fois cette année. Je voudrais justement valoriser les quartiers de Metz, d'autant plus qu'ils ne sont pas assez valorisés. Donc on a 10 quartiers et c'est pour cela que je voudrais donc faire le concours de la soupe qui est justement quand c'est l'hiver, on pense à cela, c'est cette chaleur à la fois humaine et de la nourriture également. La grande finale aura lieu le 2 février au lycée Mondon. Les 10 gagnants des quartiers devront refaire leur soupe devant le jury en direct. La personne qui remportera la louche d'or aura également le droit à un repas pour 2 d'une valeur de 150 €. Aujourd'hui, elle remporte la 7e édition du concours international de violon de Mirecourt, Jaewon Wi. Le prix du jury, mais aussi le prix spécial des archetiers et celui de la lutherie contemporaine. Jaewon Wi, jeune coréenne de 24 ans, s'est largement illustrée dimanche après-midi sur la scène de la rotonde de Thaon-les-Vosges, accompagnée par l'orchestre de l'Opéra national de Lorraine. Elle avait choisi d'interpréter un concerto de Jean Sibelius. Je suis sûre, j'ai vu le palmarès, c'est quelqu'un qui a une expérience déjà de la scène et dans son expérience avec orchestre, elle a très clairement fait la différence ce soir. Je suis très contente d'être ici et très reconnaissante de jouer devant un jury aussi prestigieux. Je suis très admirative des autres participants. C'est évidemment une très grande opportunité pour moi de jouer ici pour développer ma carrière et j'ai vraiment hâte de revenir ici en Europe pour jouer avec de grands musiciens. Depuis 2010 et la première édition de ce concours, il n'a cessé d'évoluer. Aujourd'hui, il est reconnu dans le milieu et sert de véritable tremplin pour les jeunes violonistes. Je pense que c'est une expérience positive pour eux et ce que je veux avant tout, c'est la notoriété du concours de Mirecourt est là, mais surtout c'est l'expérience et à quel point on a réussi à... Et je suis sûre que chacun sortira grandi de cette finale. Si Jaewon Wi a conquis le jury, le public a décerné son prix au seul jeune homme de cette finale, Matthew Akarinen. L'aisance physique, ça compte beaucoup. Et puis, je sais pas, moi, la nuance, la précision. Là, je suis pas musicienne du tout, mais voilà. Je l'ai vu au demi-finale à Mirecourt. Je n'avais pas trouvé terrible. Et puis là, vraiment, j'ai trouvé super. Alors, je sais pas. Je suis un garçon, j'ai voté le garçon. Pourquoi alors parce que j'ai plus apprécié son jeu et peut-être l'air de la musique. Ils étaient cette année 70 à s'être inscrits au concours. 24 d'entre eux ont participé aux phases éliminatoires. Quant à la lauréate, elle devrait donc revenir dans les Vosges à plusieurs reprises et notamment pour un concert en soliste avec l'ensemble orchestral Épinal La Belle Image la saison prochaine.